Lorsque Hugo tendait la main vers l'acte de propriété de la maison et grogna. De cette maison sera notre quoi qu'il arrive. C'était pas seulement le son des mots c'était l'écho de générations de femmes réduites au silence, de patrimoine volé, d'histoires effacées par des hommes qui confondaient ambition et droit. Là, dans le salon où ma fille, Laure, avait fait ses premiers pas, où ma mère m'avait appris à broder par les après-midi d'hiver, où mon arrière-grand-mère avait versé des larmes silencieuses pour des amours perdus, moi, Émilie Dubois, je faisais face au moment qui allait définir non seulement mon destin, mais celui de toutes les femmes de ma lignée. Le grand bâtiment, perché sur les rochers du littoral, semblait trembler avec moi. Les murs blanchis à la chaux, témoins de 5 générations de secrets, murmuraient des histoires qu'Hugo ne comprendrait jamais. Ses fenêtres cintrées reflétaient non seulement la lumière de la mer, mais l'éclat de larmes versées, de victoires remportées, de résistances silencieuses. Et là se trouvait mon gendre, les yeux affamés de celui qui croit que tout peut être acheté, vendu, négocié. Dénoncé, murmurai-je, mais ma voix résonna dans la maison comme un coup de tonnerre. De cette maison ne sera jamais vôtre. Laure me regarda avec ses yeux bruns qu'elle avait hérités de moi, partagés entre son mari et sa mère, entre l'avenir qu'il promettait et le passé que je représentais. Hugo rissait, un son amer qui contrastait avec le doux bruit des vagues, se brisant contre les falaises au dehors. Des Madame Sémilie, vous faites du drame. Ce n'est qu'une propriété. On peut vendre, acheter quelque chose de moderne, de pratique. Cette maison est un poids du passé. Des maisons est un poids du passé. Les mots me frappèrent comme des pierres. Chaque brique de ces murs était imprégnée de la sueur, des larmes et des rêves des femmes qui m'avaient précédé. Comment osait-il appeler cela un poids? C'est alors que je pris une décision qui allait tout changer. Je rangeai l'acte de propriété dans le creux de ma robe, et déclarai dès si vous voulez cet héritage, vous devrez descendre aux enfers où il repose. Je ne savais pas qu'en prononçant ces mots, j'invoquais quelque chose de beaucoup plus puissant que ma propre détermination. Tout avait commencé 3 ans auparavant, lorsque Laure avait amené Hugo pour présenter sa famille. J'étais dans le jardin, taillant les roses que ma mère avait plantées des décennies plus tôt, lorsque j'entendis le bruit de pneus sur l'allée caillouteuse. Laure descendit d'une voiture de luxe, radieuse, accompagnée d'un homme grand, en costume impeccable et au sourire étudié. « Des mamans, voici Hugo dit-elle, avec cet éclat dans les yeux que seul le premier amour peut produire. Hugo me salua avec la politesse artificielle de quelqu'un qui joue un rôle. Il baisa ma main, fit des compliments sur le jardin, accomplit tous les gestes convenus. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, un froid calculateur qui me fit frissonner. Pendant que Laure me présentait son fiancé avec fierté, je voyais Hugo évaluer chaque pièce de la maison, chaque meuble ancien, chaque détail de l'architecture coloniale. Pendant le dîner, il posa des questions sur la propriété. Quand elle avait été construite, sa superficie, s'il existait des documents de protection du patrimoine historique. Laure riait, trouvant amusante la curiosité de son fiancé. Je suis restée silencieuse, observant. C'est une sacrée propriété, comment a-t-il en coupant le poisson que j'avais préparé avec l'affection d'une mère qui veut impressionner le futur gendre. Dessel doit valoir une fortune sur le marché immobilier actuel. Dessel n'est pas à vendre, répondis-je sèchement. Il sourit, mais ce fut un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Des méfures bien sûr, c'est le patrimoine familial. Dès ce soir-là, après leur départ, je marchais seul dans les couloirs de la maison. Chaque portrait sur les murs me regardait de mon arrière-grand-mère Hélène, ma grand-mère Rose, ma mère, Conception. Tout avait affronté des hommes qui avaient essayé de leur enlever ce qui leur appartenait de droit. Tout avait résisté, chacune à sa manière. La maison semblait murmurer des avertissements. Le vent qui s'engouffrait par les interstices des fenêtres charriait des échos du passé, des voix de femmes qui me disaient de cette ascension, Émilie, cet homme n'est pas venu pour l'amour de votre fille. Mais l'amour aveugle, et Laure était aveugle. La relation évolua rapidement vers les fiançailles, et bientôt elle planifiait toute une vie aux côtés d'Hugo.
Il la combla de promesses, ses appartements dans les capitales européennes, des voyages à travers le monde, une vie de luxe et de sophistication que la vieille maison au bord de la mer ne pourrait jamais offrir. Pendant les préparatifs du mariage, Hugo commença à montrer son vrai visage. Il suggéra constamment que je déménage dans un endroit, c'est plus approprié pour une dame de mon âge. Il parlait de la nécessité de moderniser le patrimoine familial, de transformer ces propriétés inoccupées en quelque chose de productif. Laure écoutait ces conversations avec un malaise croissant, mais n'avait pas le courage de confronter son fiancé. Je voyais dans ses yeux la même angoisse que j'avais ressentie lorsque j'étais jeune, et que mon propre mari avait essayé de me convaincre de vendre la maison pour investir dans des affaires urbaines. La différence est que j'avais eu la chance d'avoir un mari qui finalement a compris la valeur de cet endroit. Hugo n'était pas ce genre d'homme. La première grosse dispute eut lieu un dimanche après-midi, 2 mois après le mariage. Hugo arriva accompagné d'un homme aux lunettes dorées, qui se présenta comme un expert immobilier. Il ne m'avait pas consulté, il n'avait pas demandé la permission. Ils sont simplement arrivés, et ont commencé à mesurer les pièces, à photographier les détails architecturaux, à prendre des notes sur des tablettes professionnelles. Fait que, signifie tout cela, c'est. Fait que, demandai-je en m'arrêtant à la porte du salon où il travaillait. Fait que, Madame c'est Émilie, c'était, Hugo esquissa ce faux sourire. Fait que nous faisons juste une évaluation. Pour des raisons d'assurance, bien sûr. Fait que, mensonge. Je savais que c'était un mensonge. L'expert immobilier calculait clairement la valeur marchande. Il n'établissait pas de rapport d'assurance. Mais Laure était aux côtés de son mari, solidaire, et je me suis senti seul pour la première fois depuis longtemps. Fait que, scène assez. Grenier, nuit, dans la nuit, Émilie Dubois monte au grenier, où sont conservés les vieux documents familiaux. Parmi les malles poussiéreux et les meubles recouverts de draps, elle trouve le journal intime de son arrière-grand-mère Hélène. Elle ne l'a jamais lu entièrement, seulement feuilleté quelques pages lorsqu'elle était enfant. Mais aujourd'hui, à 58 ans, confrontée à la plus grande crise de sa vie, elle ressent le besoin de comprendre la force des femmes qui l'ont précédée. Les pages jaunies révèlent une histoire à couper le souffle. Hélène n'a pas seulement construit cette maison, elle l'a conquise au terme d'une bataille épique contre son propre mari, un homme qui avait tenté de la vendre pour éponger ses dettes de jeu. Ces mots résonnent à travers les siècles. Fait que, cette maison n'est pas seulement de la pierre et du bois, c'est l'âme de notre lignée, le cœur de notre résistance. Quiconque tenterait de la violer réveillera des forces qu'il n'imagine même pas. Il y a aussi des lettres échangées avec d'autres femmes de l'époque, des documents qui prouvent qu'Hélène avait créé un réseau secret d'entraide. Des femmes qui s'aidaient mutuellement à protéger leurs biens des maris dilapidateurs et des fils irresponsables. Émilie découvre des contrats cachés, des accords notariés garantissant que la maison ne pourrait jamais être vendue sans le consentement de toutes les femmes de la famille. C'est alors qu'elle comprend elle n'est pas seule, elle ne l'a jamais été. La révélation la plus impressionnante se trouve dans une lettre qu'Hélène a écrite aux générations futures. Fait que, si un jour un homme tente de vous voler cette maison, souvenez-vous qu'elle a été protégée non seulement par des documents légaux, mais par quelque chose de beaucoup plus puissant. L'amour de générations de femmes qui ont versé leurs larmes, leurs rêves et leurs forces dans ces murs. Cet amour devient une force vive, une protection surnaturelle. Ayez confiance en la maison. Elle sait distinguer ceux qui l'aiment de ceux qui la convoitent. Fait que, au cours des mois suivants, Hugo intensifie sa campagne. Il fait venir des architectes qui parlent de ce qu'est rénovation de modernisation qui démolirait pour ainsi dire la structure originale. Il présente des projets d'entreprise touristique qui transformeraient le manoir en une auberge de luxe. Il en arrive même à inviter des investisseurs à des réunions dans leur salle à manger, sans même la consulter. Laure est de plus en plus partagée. Émilie la voit errer dans les couloirs de la maison au milieu de la nuit, touchant les murs comme si elle voulait absorber son histoire, sentir son énergie. Un soir, Émilie la trouve en larmes, sur la véranda où elle jouait enfant. Fait que, maman, murmure-t-elle. Fait que, je ne sais plus quoi faire.
Hugo dit que nous devons être pragmatiques, que cette maison est un poids mort. Mais quand je pense à la vendre, j'ai l'impression de trahir grand-mère, de trahir notre famille. Fait que Émilie s'assoit à côté d'elle et lui prend les mains. Fait que cette maison n'est pas seulement un bien immobilier, c'est le témoignage de la force de toutes les femmes qui nous ont précédés. Ton arrière-grand-mère Hélène s'est battue contre son propre mari pour la préserver. Ta grand-mère Rose l'a protégée pendant la guerre. Ta mère, moi, je l'ai maintenue debout lorsque ton père est mort et que tout le monde disait que je devais la vendre, parce qu'une femme seule ne pourrait pas s'occuper d'un patrimoine aussi important. Fait que Léonore regarde avec curiosité. Fait que papa voulait aussi vendre la maison C. Fait que Léonore redit, il avait de grands projets, il voulait investir dans des affaires en ville. Mais sais-tu ce qui a changé son avis c'est la première fois qu'il a passé une nuit seul ici. Il a dit qu'il a rêvé de ton arrière-grand-mère Hélène, qu'elle lui a montré chaque pièce de la maison et lui a raconté comment elle l'avait conquise. Il s'est réveillé en pleurant, demandant pardon de n'avoir pas compris auparavant la valeur de ce que nous avions. À ce moment-là, Émilie sent qu'elle doit partager ses histoires avec d'autres personnes qui pourraient traverser des situations similaires. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous vous identifiez à ce combat, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres récits comme celui-ci. Des histoires de femmes qui ont trouvé la force de protéger ce qui leur appartient, qui ont découvert le pouvoir, là où elles ne pensaient trouver que de la vulnérabilité. Mais Hugo n'est pas un homme qui change facilement d'avis. Quand il réalise que l'art se reconnecte avec les racines familiales, il augmente la pression. Il commence à rentrer à la maison avec des histoires d'occasions manquées, de propositions millionnaires, qu'ils ne peuvent pas accepter à cause de la certitude étroite de sa belle-mère. Fait que l'œil de l'art entend Émilie une nuit, alors qu'il pense qu'elle dort. Fait que ta mère est égoïste. Elle ne pense qu'à son propre attachement sentimental, pas à notre avenir. Avec l'argent de cette vente, nous pourrions voyager dans le monde entier, acheter une maison moderne, investir dans mon entreprise. Mais non, nous préférons rester attachés à cette relique décadente. Ces paroles frappent Émilie comme des gifles, relique décadente. Comme si 5 générations d'histoire familiale n'étaient que des décombres à enlever. C'est alors qu'Hugo commet son erreur fatale. Un jeudi matin, il arrive accompagné d'un avocat et de 2 hommes qui se présentent comme des consultants immobiliers. Ils ont des documents, des contrats préétablis. Tout est organisé pour une vente rapide. Fait que, Madame Dubois, dit l'avocat, un homme maigre aux lunettes fines. Fait que nous avons analysé la documentation de la propriété et avons trouvé quelques lyriques. Rien de grave, mais qui pourrait être utilisé pour remettre en question la validité de l'enregistrement actuel. C'est pourquoi mon client propose une solution à l'amiable. Une vente à un prix inférieur au marché, mais sans problème juridique. Hugo a engagé cet avocat pour créer des problèmes juridiques fictifs et l'a poussé à vendre par peur de tout perdre dans des batailles juridiques coûteuses. Fait que, re-irrigate, fait que, demande Émilie, feignant l'ignorance. Fait que, quel genre d'irrigate toi? L'avocat ouvre un dossier et commence à citer de supposés problèmes des divergences dans les anciennes mesures, des questions d'héritage mal résolues, de possibles droits de tiers. Tout est mensonge, mais présenté avec la solennité de celui qui connaît les vulnérabilités d'une femme âgée confrontée à des questions juridiques complexes. Hugo observe la scène avec une satisfaction mal dissimulée. Laure est pâle, clairement effrayée par les implications de ces problèmes juridiques. C'est alors qu'Émilie sourit. Fait qu'elle est intéressante, dit-elle, en se levant calmement. Fait que vous avez fait un travail très minutieux. Dommage que ce ne soit pas aussi minutieux qu'il le devrait. Je suis monté au grenier et j'ai ramené le coffre contenant les documents que je conservais depuis des décennies. L'avocat a semblé visiblement mal à l'aise lorsque j'ai commencé à étaler actes, contrats et titres de propriété sur la table du salon. Regardez, et je dis en désignant un document précis, il s'agit de l'acte original de propriété, enregistré au bureau d'enregistrement en dit. Voici le testament de mon arrière-grand-mère, enregistré en 1934, léguant la maison spécifiquement aux femmes de la famille. Et ceci,
j'ai tenu un papier qui a fait pâlir l'avocat, est un document notarié qui stipule que cette propriété ne pourra jamais être vendue sans le consentement unanime de toutes les héritières directes féminines de la lignée du Bois. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Hugo était rouge de colère. L'avocat ramassait ses papiers de main tremblante. Les consultants immobiliers s'étaient déjà levés et se dirigeaient vers la porte. De plus, ai-je poursuivi, regardant maintenant directement Hugo, j'ai ici les certificats qui prouvent que toutes les prétendues irrégularités mentionnées par Maître Nando Advocado ont été réglées il y a des décennies. J'ai également des copies de toutes les conversations que j'ai enregistrées ces derniers mois, y compris celles où vous discutiez de la façon de créer des problèmes juridiques fictifs pour me faire pression. La vérité est que j'avais commencé à enregistrer les conversations après avoir découvert les véritables plans d'Hugo. Ma voisine, Madame Carmen, qui avait travaillé pendant des années comme secrétaire de notaire, m'a appris quelques astuces pour protéger mon patrimoine. Un réseau de femmes aidant les femmes, comme au temps de mon arrière-grand-mère. Hugo a explosé. Vous ne pouvez pas faire ça. Cette maison sera nôtre quoi qu'il arrive. Laure est ma femme. Elle a des droits. Laure a des droits. Oui, et j'ai répondu calmement. Le droit d'hériter de la maison à ma mort. Le droit d'y vivre tant qu'elle vivra. Le droit de la transmettre à ses filles. Mais le droit de la vendre, jamais. Le testament de mon arrière-grand-mère est très clair à ce sujet. C'est alors que Laure a pris la parole. Elle était restée silencieuse pendant toute la discussion, mais maintenant elle s'est levée et a regardé directement son mari. Hugo, a-t-elle dit d'une voix que je n'avais pas entendue depuis des années, ferme, déterminée. Tu m'as menti. Tu as dit que tu voulais seulement le meilleur pour notre famille, mais tu projetais de voler la maison de ma mère. Tu créais de faux problèmes juridiques pour l'intimider. Laure, tu ne comprends pas. C'est pour notre avenir. Notre avenir ne peut pas être construit sur les ruines du passé de ma famille. Cette maison est plus que de la pierre et du bois. Hugo, c'est notre histoire, notre identité, notre force. Elle s'est approchée de moi et m'a pris la main. Maman, je te demande pardon. J'ai failli te trahir. J'ai failli trahir notre lignée. Mais maintenant je comprends. Cette maison ne nous appartient pas. C'est nous qui lui appartenons. Hugo a encore essayé d'argumenter, de menacer, de faire chanter. Il a dit qu'il quitterait Laure si elle ne le soutenait pas. Il a dit que notre obsession pour une vieille maison ruinerait leur mariage. Il a dit que j'étais une vieille manipulatrice qui était en train de détruire le bonheur de sa propre fille. Mais quelque chose avait changé chez Laure. Pour la première fois depuis son mariage, elle voyait Hugo tel qu'il était vraiment. Non pas le prince charmant qui avait promis une vie de conte de fées, mais un homme ambitieux et sans scrupule qui la voyait seulement comme un moyen d'atteindre ses objectifs. Tu peux partir, Hugo, a-t-elle finalement dit. Tu peux prendre tes vêtements, tes plans, tes mensonges, mais tu ne prendras pas notre maison. Il est sorti en claquant la porte, criant des menaces de procès et de vengeance. Mais je savais qu'il ne reviendrait pas. Les hommes comme Hugo sont des lâches lorsqu'ils sont confrontés à des femmes qui découvrent leur propre force. Ce soir-là, Laure et moi sommes restés sur la véranda, observant les vagues se briser contre les rochers. L'orage qui approchait reflétait la turbulence émotionnelle des derniers mois. Mais il y avait un sentiment de paix dans l'air, la paix qui vient après une bataille gagnée. Maman, a dit Laure, raconte-moi plus sur notre famille. Je veux tout savoir sur les femmes qui sont venues avant nous. J'ai passé les heures suivantes à raconter des histoires que j'avais apprises de ma mère, qui à son tour les avait héritées de ma grand-mère. Des histoires de résistance, de courage, de femmes qui ont affronté des époques bien plus difficiles que la nôtre et qui en sont sorties victorieuses. J'ai parlé d'Hélène, qui était arrivée au Brésil en tant qu'immigrante pauvre et avait construit un empire commercial alors que les femmes pouvaient à peine posséder des biens. De Rose, qui avait maintenu la famille unie pendant la Seconde Guerre mondiale, transformant la maison en refuge pour les réfugiés. De Conception, ma mère, qui était devenue veuve à 30 ans et avait élevé 5 enfants seuls, sans jamais permettre à aucun homme d'essayer de prendre le contrôle de sa vie. Et maintenant, c'est nous, a dit Laure, les larmes aux yeux, la 5e génération de femmes guerrières. C'est ça, et je confirmai. Et un jour, vos filles continueront cette histoire. 2 mois plus tard, Laure a entamé une
procédure de divorce. Hugo a essayé de revendiquer des droits sur la maison, mais les documents que j'avais présentés étaient irréfutables. Le testament d'Hélène était juridiquement parfait, enregistré dans des bureaux d'enregistrement qui existent encore, avec des témoins dont les familles vivent encore dans la région. Pendant le procès, nous avons découvert que Hugo était endetté jusqu'au cou. Il avait fait des investissements risqués en comptant sur l'argent de la vente de la maison. Lorsque ses créanciers ont appris que le patrimoine n'était pas disponible, ils ont commencé à réclamer les dettes de manière agressive. Il a dû vendre sa voiture de luxe, son appartement en ville, même les bijoux qu'il avait offerts alors pendant leur fiançailles. La justice poétique de la situation n'est passée inaperçue pour aucune de nous. L'homme qui avait tenté de voler notre patrimoine a fini par perdre le sien. Mais la véritable transformation s'est produite chez Laure. Loin de l'influence toxique de Go, elle a redécouvert sa personnalité, ses rêves, son lien avec ses racines familiales. Elle a décidé de reprendre ses études, de faire un master en histoire de l'art axé sur l'architecture coloniale brésilienne. Elle voulait devenir une spécialiste de la préservation des patrimoines historiques familiaux. Je veux aider d'autres familles à protéger leur héritage, dit-elle. Je veux que d'autres femmes sachent qu'elles ont des droits, qu'elles ont de la force, qu'elles peuvent lutter contre des hommes comme Hugo. La maison semblait elle aussi renaître. Les bougainvilliers fleurirent avec une vigueur renouvelée, comme si elles savaient qu'elles étaient à nouveau en sécurité. Les fenêtres brillaient d'une lumière différente, plus chaleureuse, plus accueillante. Même les portraits sur les murs semblaient sourire d'approbation. Un après-midi, alors que Laure rangeait les documents historiques que je lui avais montrés, elle découvrit une lettre que je n'avais jamais vue auparavant. Elle était cachée dans une cachette secrète du journal d'Hélène. Un message adressé spécifiquement aux femmes de la famille qui seraient confrontées à des tentatives d'usurpation de leurs droits. Mes chères descendantes, disait la lettre, si vous lisez ceci, c'est parce que quelqu'un a essayé de vous prendre ce qui vous appartient de droit. Sachez que vous n'êtes pas seuls. La force de nous toutes est avec vous. Cette maison a été construite avec des larmes de résistance, du ciment de courage et des fondations d'amour inconditionnel. Ce n'est pas seulement notre demeure, c'est notre forteresse, notre témoignage, notre promesse pour l'avenir. Protégez-la non seulement comme un patrimoine, mais comme un symbole que les femmes unies sont invincibles. Avec amour éternel, Hélène Dubois. Nous avons pleuré ensemble en lisant cette lettre. Nous avons pleuré la douleur d'avoir presque perdu notre héritage, mais aussi la joie d'avoir découvert notre force. Aujourd'hui, 3 ans après cette confrontation finale avec Hugo, je regarde Laure organiser les documents familiaux sur une table de la bibliothèque que nous avons installée dans l'ancienne chambre à couture. Et je ressens une immense fierté. Elle est devenue non seulement la gardienne de la prochaine génération, mais une experte reconnue dans la préservation des patrimoines historiques familiaux. Elle a déjà aidé des dizaines de familles à protéger leur héritage de parents cupides, d'avocats malhonnêtes et de spéculateurs immobiliers. La maison reste majestueuse dans ses 135 ans d'existence. Les murs blanchis à la chaux reflètent non seulement la lumière de la mer, mais la sagesse accumulée de 5 générations de femmes qui ont appris que le vrai pouvoir ne vient pas de la force brute ou de la manipulation, mais de l'union, de la résistance intelligente et de l'amour inconditionnel. Hélène avait raison, cette maison n'est pas seulement de la pierre et du bois. C'est un organisme vivant, nourri par les rêves, les larmes et le courage des femmes qui l'ont habité. Elle choisit ses gardiennes, reconnaît celles qui l'aiment vraiment et rejette celles qui ne la voient que comme une marchandise. Hugo a essayé de revenir plusieurs fois dans les premiers mois après le divorce. Il frappait à la porte avec des fleurs, des cadeaux, des demandes de pardon. Mais Laure avait appris à distinguer entre le remords sincère et la manipulation désespérée. Elle l'écoutait poliment et répondait toujours la même chose. Hugo, tu peux demander pardon d'avoir menti, d'avoir essayé de nous tromper, d'avoir mis l'argent au-dessus de l'amour. Mais tu ne peux pas demander pardon de ne pas comprendre la valeur de cette maison, car cela signifierait que tu comprends maintenant, et nous savons que tu ne comprends pas. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 6 mois, passant lentement en voiture devant le portail. Il conduisait un véhicule populaire, très différent de la voiture de luxe qu'il affichait lorsqu'il a rencontré Laure. Nos regards se sont croisés un instant,
et j'ai vu dans ses yeux non pas de la colère ou du ressentiment, mais une profonde tristesse. La tristesse d'un homme qui a perdu non seulement Une fortune, mais l'occasion de faire partie de quelque chose de plus grand que lui-même. J'ai eu pitié de lui un instant, puis je me suis souvenu des nuits où j'ai pleuré En pensant que je perdrais la maison de ma famille, des matins où Laure irait dans les couloirs partagés entre son mari et sa mère, du désespoir que j'ai ressenti lorsque j'ai pensé que 5 générations de résistance féminine seraient détruites par l'avidité d'un homme. La pitié a rapidement disparu. Aujourd'hui, Laure sort avec Pierre, un professeur d'histoire qui, la première fois qu'il a visité notre maison, a passé 2 heures à discuter avec moi de L'architecture coloniale, a posé des questions sur l'histoire de la famille et a demandé à voir les anciens documents non pas pour évaluer leur valeur commerciale, mais pour comprendre leur importance historique et émotionnelle. Lorsqu'il a montré le journal d'Hélène alors, Il a pleuré. Il a pleuré, il a vraiment pleuré, touché par le courage de cette femme qui avait affronté un siècle entier de préjugés pour construire un héritage. Votre famille est extraordinaire, m'a-t-il dit ce soir-là. Cette maison n'est pas seulement un patrimoine, c'est un monument à la résistance féminine. Je sais que Laure a finalement trouvé un homme qui comprend la valeur de ce que nous avons. Un homme qui ne voit pas notre histoire comme un obstacle à ses projets, mais comme un trésor à préserver et à honorer. Parfois les nuits silencieuses, lorsque le vent marin souffle à travers les vieilles fenêtres, je sens la présence d'Hélène, de Rosa, de Concessant. Elles sont là non pas comme des fantômes hantés, mais comme des gardiennes satisfaites, sachant que leur combat n'a pas été vain, que leur courage se multiplie à chaque génération. La maison connaît ses protectrices. Elle sait distinguer entre celles qui arrivent avec l'amour au cœur et celles qui arrivent avec des calculatrices à la main. Hugo n'a jamais compris cela, n'a jamais compris que certaines choses dans le monde ne peuvent pas être achetées ou vendues parce que leur valeur transcende, le matériel. C'est la leçon que j'ai apprise et que je transmets maintenant alors, et qu'elle transmettra un jour à ses filles. Notre force ne vient pas de ce que nous possédons, mais de ce que nous possédons, mais de ce que nous protégeons. Elle ne vient pas de ce que nous accumulons, mais de ce que nous préservons. Elle ne vient pas de ce que nous vendons, mais de ce que nous refusons de vendre. Nous sommes les gardiennes non seulement d'une maison, mais d'une lignée de femmes qui ont refusé d'être réduites au silence, diminuées ou dépouillées de leur droit au silence, diminuées ou dépouillées de leur droit. Chaque fenêtre de cette maison reflète non seulement la lumière du présent, mais l'éclat de l'avenir que nous construisons pour les prochaines générations. Et lorsque je ne serai plus là, lorsque viendra mon tour de rejoindre les ancêtres qui veillent sur cet endroit, je sais que Laure poursuivra la mission. Elle connaît la valeur de ce que nous protégeons. Elle comprend que nous sommes plus que des propriétaires. Nous sommes un maillon d'une chaîne indéfectible de résistance féminine qui s'étend du passé à l'avenir, unissant des générations, autres. Cette maison restera debout, majestueuse sur les rochers du littoral, ses murs blanchis à la chaux reflétant non seulement la lumière de la mer, mais la lumière de l'amitié reconquise, du pouvoir retrouvé, de la force qui jaillit, lorsque les femmes comprennent que du pouvoir retrouvé, de la force qui jaillit, lorsque les femmes comprennent que unies, elles sont véritablement invincibles. Et Hugo ne sera qu'une note de bas de page dans la longue histoire de cette famille, l'homme qui a tenté de voler notre héritage et a découvert que certaines choses au monde sont protégées par des forces bien plus puissantes que les contrats et les avocats. Certaines choses au monde sont protégées par des forces bien plus puissantes que les contrats et les avocats. Elles sont protégées par l'amour, l'union et la détermination inébranlable de femmes qui savent exactement qui elles sont et ce qu'elles représentent. La maison demeure et demeurerait bien après que nous soyons toutes parties. Mais notre histoire, notre résistance, notre victoire sur ceux qui ont tenté de nous rabaisser, celle-ci perdurera à jamais, gravée non seulement dans les murs de pierre, mais au cœur de chaque femme qui un jour aura besoin de trouver la force de protéger ce qui lui appartient de droit.